Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que, en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP, qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Alors maintenant, voilà la troisième question, celle qui est un peu plus tricky, comme on l'a dit. Alors là, c'est en déduire que pour tout n qui appartient à grand N, pour tout x qui appartient à R, on a ceci. On a dérivée nème de f est égale à exponentielle de moins x carré fois hn de x. Alors qu'est-ce que c'est que hn de x? Je vous l'explique juste ici. Hn, c'est un polynôme, de degré égal à n, et de coefficient dominant égal à moins 2 puissance n. Voilà, donc là on se dit, oulala, par où est-ce qu'on va commencer? Comment est-ce qu'on va pouvoir se dépatouiller de tout ça? Et bien là, ce qu'il faut remarquer en priorité, c'est ce tout petit terme d'en déduire. En déduire, ça signifie qu'il va falloir qu'on utilise le résultat qu'on a établi à la question précédente, ou peut-être même aux deux questions précédentes. Alors ça, je vais l'effacer parce que ça ne sert pas à grand-chose, et je vais réécrire à la place ce qu'on a trouvé juste avant. Voilà, alors là, ce sont les deux résultats qu'on a trouvés aux questions précédentes. Ça, je l'ai écrit en deuxième, mais c'est dans la première question, c'était pour n est égal à 1, entre guillemets, et ça, c'est le résultat de la deuxième question, donc c'est ce qu'on a fait par récurrence. Donc bien évidemment, on va s'appuyer sur ces résultats-là pour en déduire, comme c'est écrit ici, la solution à ce problème. Alors, après le terme d'en déduire, qui est sans doute le plus important dans le dynamisme réflexif de cet exercice-là, ce qui est très important de voir aussi, c'est le pour tout n qui appartient à n. Parce que là, ça sent quand même très très fort la récurrence. Ça sent très fort la récurrence parce que là, on a du n d'un côté, là aussi de l'autre. En plus, là, on nous parle d'un degré égal à n, un coefficient dominant qui est égal à moins 2 puissance n. Alors, il y a quand même des n un peu partout, donc on se dit sans doute, là, on va essayer peut-être de faire une récurrence. Alors, comment la faire cette récurrence? C'est pas évident parce que là, on ne pourra pas utiliser une récurrence simple. Je vais vous en convaincre. Parce que là, si jamais on essaye de supposer que ça c'est vrai au rang n et de montrer que alors c'est vrai au rang n plus 1, vous êtes d'accord avec moi, c'est la même chose que de supposer que c'est vrai au rang n-1 et de prouver que c'est vrai au rang n. C'est exactement la même chose. Ça, c'est vraiment super important. Montrer qu'une proposition au rang n est vraie implique que la proposition est vraie au rang n plus 1. Cette implication-là, c'est exactement la même que celle-ci. C'est-à-dire supposer que la proposition est vraie au rang n-1 et en déduire l'implication que c'est vrai au rang n. C'est exactement la même chose parce que le n choisi dans une récurrence, il est complètement quelconque. Donc on peut tout à fait prendre comme point de départ pour une récurrence n ou n-1, on pourrait même prendre n-2 par exemple. Ça aussi, ça fonctionne, vous voyez. Je suppose qu'au rang n-2 c'est vrai et je veux montrer qu'alors au rang n-1 c'est vrai aussi. C'est exactement la même chose que de supposer que c'est vrai à un rang n avec un n fixé mais quelconque et alors montrer qu'ensuite c'est vrai au rang juste après. En fait, c'est ça le truc, c'est que les élèves le plus souvent se mettent dans la tête « je suppose que c'est vrai au rang n et je veux montrer que c'est vrai au rang n plus 1 », mais ils ont dans la tête n et n plus 1 comme ça, comme des marottes, alors que la vraie logique c'est « je suppose que c'est vrai à un certain rang, quelconque, absolument quelconque, et je veux montrer qu'alors c'est vrai au rang juste après ». Ça, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que le point de départ, il est absolument quelconque. Il est fixe, on en choisit un seul de point de départ, mais ce point de départ, il peut être quelconque. Qu'on prenne n, n-1 ou n-2, c'est la même chose. Après, nous, ce qu'on veut, c'est montrer que c'est vrai au rang juste après. Je suppose que c'est vrai au rang n, je veux montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Si je suppose que c'est vrai au rang n-2, je voudrais montrer que c'est vrai au rang juste après, c'est-à-dire ici, le rang n-1. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'équivalence entre ces trois implications-là? C'est parce que celle-ci, le fait que au rang n, ça implique le rang n plus 1, c'est pas celle qu'on va utiliser. Parce que vous voyez que là, on nous dit en déduire que. En déduire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on utilise les résultats précédents. Or, dans les résultats précédents, et notamment ici, on voit bien qu'on a du n par rapport à du n-1 par rapport à du n-2. On n'a pas du n par rapport à du n plus 1 par rapport à du n plus 2. Dans l'ordre croissant, on a du n-2, du n-1 et du n. Donc si on essaye de prouver cette égalité par récurrence, le point de départ, ce ne sera très certainement pas n, mais n-2. Pourquoi? Parce que là, le plus petit indice qu'on a ici, c'est n-2.
et le maximum qu'on ait, c'est n. Ça veut dire qu'on va très certainement devoir faire ici, vous le voyez très sans doute, hein, il va falloir qu'on fasse une récurrence double. Il va falloir qu'on fasse une récurrence double. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'ici, notre égalité, notre relation, elle fait intervenir les dérivées successives n-ième, n-1e et n-2e de f. Donc vous voyez, ça fait intervenir 3 marges différentes. n, n-1 et n-2. Alors pour rappel, comment est-ce que ça fonctionne une récurrence double? Ça fonctionne comme ça, du moins au niveau de l'hérédité. On suppose que Pn est vrai et aussi que Pn plus 1 est vrai, avec un n quelconque fixé. Okay, et on montre que alors, ces deux propositions-là réunies, enfin plutôt la véracité de ces deux propositions réunies, implique la véracité de la proposition au rang juste après n plus 1. Okay, mais alors nous, on a dit, on ne va pas prendre n, n plus 1 et n plus 2. On va prendre quoi comme point de départ minimum? N-2. On va très certainement prendre N-2. En gros, ce qu'on va faire, c'est ça. On va supposer que Pn-2 et Pn-1 sont vrais et on va montrer que alors ça implique Pn. Parce que là, on a du N-2, du N-1 et du N. Alors là, comme il s'agit d'une égalité entre guillemets assez simple, en tout cas dans son énoncé, on ne sera peut-être pas obligé ou amené à poser vraiment soit P, la proposition telle que machin. Okay, mais en tout cas, c'est juste pour que vous ayez en tête que quand on va faire l'hérédité dans notre récurrence, et ben là, on ne va pas faire supposons que Fn est égal à tout ça et supposons que Fn plus 1 est égal à Hn plus 1 et démontrons qu'alors Fn plus 2 est égal à ça. Non, non, non. On va dire supposons que Fn-2 est égal à l'exponentielle de moins x carré fois Hn-2 de x et que Fn-1 est égal à l'exponentielle de moins x carré fois Hn-1 de x et montrons qu'alors on a bien ce résultat-là. Bah oui, parce que Fn de x, il s'exprime bien par rapport à Fn-1 et Fn-2 de x. Je vais effacer tout ça, mais il faut vraiment bien avoir en tête qu'il faut se retirer cette marotte de l'esprit là. Le truc en mode en hérédité, je suppose que c'est vrai au rang n, alors c'est vrai au rang n plus 1. C'est pas n et n plus 1, c'est un rang quelconque. Ça pourrait même être n-5. Bon, n-5, ça n'arrive pas très souvent. Mais ça pourrait être absolument n'importe quel point de départ. Attention qu'il doit être quelconque, ça doit faire intervenir du n quand même à l'intérieur. Mais vous vous dites en gros, je choisis un point de départ quelconque, donc qui dépend de n, et je veux montrer que c'est vrai au rang juste après. Donc pas forcément n plus 1. Si jamais notre point de départ c'est n-1, alors celui juste après c'est n. Okay, alors qui dit récurrence double dit aussi initialisation double. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on teste pour n prenant la première valeur et la deuxième valeur de son champ de définition. C'est-à-dire que là, comme n appartient à grand N, on va tester pour n est égal à 0 et pour n est égal à 1. Alors c'est parti, pour n est égal à 0, alors d'abord on va avoir f0 de x. f0 de x, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement f de x. f de x, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de moins x carré. Bon, donc là, quand on est face à ça, on se dit, oula, attends, mais on nous parle d'un polynôme de degré n et de coefficient dominant égal à moins 2 puissance n. On trouve ça absolument nulle part apparemment, mais en fait si. En fait si, parce que là, vous voyez bien que on est avec un n qui est égal à 0. C'est-à-dire que là, on peut tout à fait réécrire ceci comme étant égal à 1 fois exponentielle de moins x carré. Alors pourquoi est-ce que je mets un 1 ici? Parce que ça, justement, ça va être h0 de x. Voilà, h0 de x, c'est égal au polynôme constant égal à 1. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que le degré de h0 de x est égal à 0, il n'y a pas de problème, donc son degré est bien égal à n, puisque n prend ici la valeur 0, et ensuite son coefficient dominant est bien égal à moins 2 puissance 0, parce que moins 2 puissance 0, ça fait 1. Voilà, vous pouvez le rédiger comme ça, le degré de h0 de x est égal à 0, et son coefficient dominant est bien égal à moins 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc là, il n'y a pas de problème, mais encore faut-il le faire apparaître, j'allais dire, et ne pas prendre peur, vous voyez, en tout cas, il faut justifier qu'on a bien compris que là, ça fait intervenir un polynôme constant égal à 1. Alors attention là au niveau de la rédaction, vous mettez ici pour tout x qui appartient à R, évidemment. Voilà, alors maintenant on va tester au rang 1, donc pour n est égal à 1, pour tout x qui appartient à R, là qu'est-ce qu'on va faire? On va voir à quoi est égal f1 de x. Or f1 de x, tiens c'est marrant, ça nous rappelle un truc, ça nous rappelle la toute première question qu'on a traitée. Pourquoi? Parce qu'on avait bien calculé un rapport entre f1 de x et f de x. C'est-à-dire qu'en fait, on avait ça comme résultat, et si jamais on fait passer le 2x f de x de l'autre côté de l'égalité, on va tout simplement trouver moins 2x fois f de x. Or, f de x, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement exponentielle de moins x carré. Alors, on peut directement le remplacer et on arrive à ce résultat-là. Donc là, comme on voit que f1 de x écrit moins 2x fois exponentielle de moins x carré, on se dit, là, si je dois exposer un polynôme, ça va être très certainement lui. Lui, ça va très certainement être h1 de x. Oui, parce que je cherche
un polynôme fois exponentielle de moins x carré. Vous voyez, exponentielle de moins x carré fois un polynôme. Bah là, en fait, c'est ça. Hein. H1 de x, ça va être moins 2x. Et ça va être absolument nickel parce qu'il est bien 2 degrés égal à 1. Et deuxièmement, son coefficient dominant est bien égal à moins 2 puissance 1. C'est égal à moins 2, donc c'est bon, nickel. Alors, je vais effacer cette justification-là pour avoir plus de place. Donc là, voilà, c'est bon. Le degré de H1 est bien égal à 1, il n'y a pas de problème. Et son coefficient dominant est égal à moins 2 puissance 1, c'est-à-dire moins 2. Donc là, on est bon. Notre initialisation, elle est terminée. Mais vous voyez bien que c'est une initialisation qui est double. On est obligé ici, puisque comme on l'a dit précédemment, on va être obligé ici de faire une récurrence double. Donc qui dit récurrence double dit initialisation double. Ça, c'est vraiment très très important. Alors maintenant, on va passer à l'hérédité. Ça, c'est vraiment le cœur de l'exercice, qui sera bien évidemment une hérédité double. Alors voilà, c'est parti. Juste avant qu'on commence, il faut vraiment se remettre dans la tête ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas raisonner sur « supposons que c'est vrai au rang n et que c'est vrai au rang n plus 1 et on va démontrer que c'est vrai au rang n plus 2 ». Non, non, non. On va supposer que c'est vrai au rang n-2 et au rang n-1 et on va démontrer qu'alors c'est vrai au rang n. Alors là, c'est parti pour l'hérédité. Donc supposons que pour un n fixé quelconque, n supérieur ou égal à 2, alors on a notre proposition ici qui est vraie au rang n-2, ok. C'est-à-dire que fn-2 de x est égal à l'exponentielle de moins x carré fois un polynôme hn-2 de x, donc qui est du coup de degré n-2, et son coefficient dominant est égal à moins 2 puissance n-2. Et pareil pour ici, fn-1 de x est égal à l'exponentielle de moins x carré fois hn-1 de x avec toutes les conditions qui sont ici. Et il faut montrer qu'alors, on a cette relation-là, c'est-à-dire notre propriété au rang n. Voilà. Alors là, peut-être que quelques-unes et quelques-uns sont en train de se dire « Attends, mais là, on est avec du… faut montrer que pour tout n appartenant à n… » Okay, là, on est avec n supérieur ou égal à 2. Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à 0? Alors déjà, notre initialisation, on a bien commencé à 0. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On a fait 0 et 1, on a vu que ça fonctionnait. Bon, mais le truc, c'est que ici, commencer à n supérieur ou égal à 2, ça n'exclut pas du tout les cas de f0 et de f1, qui impliquent f2. Pourquoi? Parce que quand n prend la valeur de 2, là, je me retrouve avec f0. Vous voyez? F0 par rapport à H0. Et là, je vais me retrouver avec quoi? Avec F1 par rapport à H1. Donc, il n'y a aucun problème là. Le fait que n soit supérieur ou égal à 2, comme j'ai du n-2 ici, qui vient compenser, si vous voulez, il n'y a pas de problème. À la fin, on arrivera bien à pour tout n appartenant à n. Okay. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Alors, nous, on suppose qu'on a ça, et il faut montrer qu'alors on a ça. Alors là, on se dit, comment est-ce qu'on va se dépatouiller? En déduire, en déduire. Et c'est bien pour ça qu'on va utiliser le résultat qui est juste ici. Parce qu'en fait, le résultat qui est ici nous dit que fn de x est égal à quoi? Si je fais passer ces deux membres-là de l'autre côté, j'ai bien fn de x par rapport à fn-1 de x et à fn-2 de x. Donc il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement écrire, d'après ce que j'ai là, fn de x est égal à moins ça, parce que je les ai fait passer de l'autre côté de l'égalité. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à remplacer fn-1 de x et fn-2 de x par leurs valeurs qui sont ici d'après l'hypothèse de récurrence. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, d'après la question 2, on a ce résultat-là. Pour tout n supérieur à 2 et pour tout x qui appartient à R, on a bien l'égalité qui est juste ici. Alors maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire? Comme on l'a dit, on va remplacer fn-1 de x et fn-2 de x par leurs valeurs qui nous sont données par l'hypothèse de récurrence. Et n'oubliez pas ceci, mes chers amis, pour tout x qui appartient à R, il faut que vous ayez vraiment le réflexe. Hein. Je trouve ça sympa de l'oublier un peu sciemment pour que vous, derrière l'écran, vous soyez en train de vous dire « Mais attends, mais il n'a pas oublié pour tout x qui appartient à R !» Et si, voilà, comme ça, quand vous ferez la rédaction, vous ne l'oublierez pas. Voilà ce qui implique ceci, donc c'est-à-dire que fn de x est égal à, on remplace, fn-1 de x, c'est quoi? C'est exponentielle de moins x carré fois hn-1 de x. Alors, il ne faut pas oublier le moins 2x qui est ici. Donc là, j'ai mon moins 2x. Et là, je viens de transformer mon fn-1 de x en tout ça. Ensuite, j'ai moins 2 fois n-1 qui est ici. Et je remplace fn-2 qui est là par sa valeur. Hop là, c'est là. Alors là, très très important, qu'est-ce qu'il faut faire à tout prix? Il faut justifier d'où est-ce que ça vient ce résultat. D'où est-ce que ça vient? D'après l'hypothèse de récurrence. Ça, c'est vraiment super important de le préciser. Alors, je vais effacer un peu tout ce qui est ici pour continuer les calculs. Donc voilà, là, nous, on arrive à ce résultat-là. Alors nous, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Vous êtes d'accord que nous, on veut arriver à fn de x est égal à exponentielle de moins x carré fois un polynôme, donc fois quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir s'y prendre? Là, on voit quand même que dans notre résultat, à droite du symbole de l'égalité, on a deux termes.
Et que dans ces deux termes, il y a de l'exponentielle moins x carré, ici et là. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va tout à fait pouvoir factoriser par exponentielle de moins x carré. Tout simplement pour pouvoir arriver à une forme de ce type-là. Exponentielle de moins x carré fois un polynôme. C'est-à-dire qu'on arrive à ce résultat-là, exponentielle de moins x carré fois tout ce qui est ici. Or, tout ce qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un polynôme. C'est un polynôme. Pourquoi? Parce que là, on a du moins 2x, c'est un polynôme, c'est un monôme, bon, fois hn-1 de x, polynôme, moins 2 fois n-1 fois hn-2, encore un polynôme. Tout ça, c'est juste un gros polynôme. Il n'y a pas de problème. Et tout ce grand polynôme, on n'a qu'à l'appeler, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à l'appeler hn. Pourquoi pas? Hn de x, tout ça, c'est hn de x. Mais alors maintenant, il va falloir voir si ce hn, il possède bien les caractéristiques qu'on souhaite, c'est-à-dire 1 qui soit de degré égal à n, ok. Et ensuite, est-ce que son coefficient dominant est bien égal à moins 2 puissance n? Alors là, déjà pour déterminer le degré de hn, ça va être assez rapide. Vous voyez que là, on a un polynôme en deux termes. D'un côté, on a ce polynôme-là, et de l'autre, le polynôme qui est juste ici. Le polynôme qui est à droite, c'est hn-2, on sait que lui, il est de degré n-2, c'est dans notre hypothèse de récurrence, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire que ce polynôme-là, étant donné que 2 fois n-1 c'est une constante, ça n'affecte pas le degré d'un polynôme puisque c'est juste une constante. Donc tout ça, là, c'est tout simplement de degré n-2. Ok? Donc voilà, premier point, le degré du polynôme là qui est ici, il est de degré n-2, d'après l'hypothèse de récurrence. Mais le polynôme qui est ici, alors là c'est intéressant parce que hn-1, on sait qu'il est de degré n-1 d'après notre hypothèse de récurrence. Et là, on a du moins 2x, on a du x. X, il est de quel degré? Il est de degré 1. Un degré ici qui est égal à 1, un degré qui est égal à n-1. Donc tout ce petit polynôme qui est ici est de degré égal à 1 plus n-1, c'est-à-dire n. Donc voilà, le degré de moins 2x fois hn-1 de x est égal à n, encore une fois, d'après HR. Donc là, on a quelque chose qui est de degré n, moins quelque chose qui est de degré n-2. Donc ça veut dire que le polynôme ici de degré n-2, il ne va certainement pas venir faire suer le polynôme ici qui est de degré n. Impossible. Du coup, ça veut bien dire que tout le polynôme qui est ici, il est bien de degré égal à n. Et voilà, le degré de hn de x est égal à n. Donc le premier point est vérifié. Maintenant, il reste à prouver le deuxième point, c'est-à-dire que le coefficient dominant de ce polynôme-là, de hn, est égal à moins 2 puissance n. Alors là, on se souvient, le coefficient dominant, c'est le coefficient qui se trouve devant le monôme de plus haut degré, okay, qui est dans hn. Or, dans hn, on vient de le voir, d'un côté, on a ce polynôme-là qui est de degré n-2, on s'en fiche un petit peu. Pourquoi? Parce que ce qui va vraiment nous importer, c'est là où il y a la puissance n, parce que le degré de hn est égal à n. Donc il va falloir qu'on regarde de ce côté-là. Il va falloir qu'on se regarde de ce côté-là. Parce que là, le hn-1 de x, son coefficient dominant, à quoi est-ce qu'il est égal? Il est égal à moins 2 puissance n-1. Et ouais, c'est d'après notre hypothèse de récurrence. Alors je vais effacer ça et on va traiter le deuxième point. Donc voilà, d'après notre hypothèse de récurrence, on sait que hn-1 de x, son coefficient dominant, c'est moins 2 puissance n-1. Et on sait que son degré est égal à n-1. C'est-à-dire que hn-1 de x s'écrit comme ça. Moins 2 puissance n-1 fois x puissance n-1. C'est le plus gros monôme, ok, le coefficient dominant est bien ici, c'est moins 2 puissance n-1, plus un autre polynôme de degré inférieur ou égal à n-2. C'est-à-dire une somme de ak fois x puissance k pour k allant de 0 jusqu'à n-2, et avec tous les ak, bien sûr, ici, qui sont des réels. Okay, donc moins 2x fois hn-1 de x, ce qu'on a juste ici. Donc si jamais je fais d'abord la multiplication de moins 2x par le monôme de plus grand degré de hn-1, c'est-à-dire moins 2 puissance n-1 fois x puissance n-1, je vais trouver moins 2 puissance n fois x puissance n. J'ai le moins 2 fois moins 2 puissance n-1, ça va se transformer en moins 2 puissance n. Et le x fois x puissance n-1 se transforme bien en x puissance n. Donc là, le coefficient dominant ici, ça va être moins 2 puissance n. Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'on a moins 2x aussi fois tout le reste qui est ici, donc c'est-à-dire moins 2x fois tout ça. Mais ça, entre guillemets, on s'en bat les steaks. Parce que là, vous voyez bien que ici, comme on a un degré qui va être inférieur ou égal à n-2, fois x, le degré va être inférieur ou égal à n-1. Donc, on s'en fiche, ça ne va pas affecter là ce qui est ici, c'est-à-dire le monôme de plus grand degré qui est égal à moins 2 puissance n fois x puissance n. Et donc là, on voit bien que le coefficient dominant de hn,
c'est bien moins 2 puissance n. Parce que ça, justement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le monôme de plus grand degré de Hn. Il se situe juste là. Donc, le coefficient dominant de Hn est bien égal à moins 2 puissance n. Il n'y a pas de problème. Et ça finit notre récurrence. Parce que là, on a bien Hn qui est 2 degrés n, il n'y a pas de problème. Et son coefficient dominant, c'est bien moins 2 puissance n. Voilà, c'est tout pour cet exercice.